Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jacques Moifo. Vous avez aimé la dernière émission avec Madame Marie-Thérèse Manga, il y a de cela un mois environ. Vous avez beaucoup écrit pour demander des compléments d'information. Vous lui avez même téléphoné pour certains car vous souhaiteriez savoir un peu plus sur l'histoire du Cameroun. Madame Manga m'a rappelé en me disant, mon fils, viens, je dois compléter l'histoire de notre pays. C'est la raison pour laquelle je suis de nouveau chez elle aujourd'hui pour compléter ce que vous attendez d'elle. J'espère que cela va un peu plus vous édifier. Bonjour, Madame Thérèse Manga. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bon, je vois que vous avez préparé quelque chose à lire à vos enfants du Cameroun. Oui. Sentez-vous libre, prenez ce que vous avez préparé, lisez-le leur, et ensuite je vous poserai des questions. Ah d'accord. Bon, alors mon fils, c'est notre deuxième séance de travail qui nous permet de compléter les explications de mon livre « Un monde en régression ». Je t'avais chargé de communiquer ce livre, la sortie de ce livre à ton auditoire. Je dois lui dire que tes questions lors de notre séance de travail m'avaient prise de court parce qu'elles étaient hors du contenu de mon livre. Mais à ma qualité de mère d'humanité et mon entrée dans le troisième âge, cela a fait de moi une archive de l'histoire de notre pays. Il était donc très juste que je réponde à tes questions, malgré que je n'ai plus en tête les dates et la chronologie exacte de tous les événements. Ce qui est compréhensif vu mon âge. Mais notre jeunesse, donc tu fais partie, et en droit de connaître la réalité, la réelle histoire de notre pays. J'avais tout juste donné quelques réponses de façon abrégée, à défaut de te relater toute l'histoire. Ce qui nous aurait pris plusieurs mois, sans pourtant être certain de tout te raconter. Mais depuis cette séance de travail, plusieurs appels m'arrivent de ton auditoire pour me demander de lui compléter mes réponses à tes questions sur l'histoire de notre pays avant et après que notre pays soit indépendant. Si possible, vous relatez comment se sont déroulés les changements qui avaient suivi. Aussi, je dois vous faire une revue rétrospective de certaines étapes les plus marquantes qui nous ont conduits dans notre situation actuelle. Ou plus exactement, dans le drame que nous vivons dans notre pays, lequel n'épargne pas tous les autres pays qui couvrent l'humanité. Avant l'indépendance, le peuple camerounais était divisé en petits groupes, regroupements d'hommes dispersés à travers le pays. Chacun des groupes ignorait comment vivaient ceux du centre du pays, du nord, de l'est, de l'ouest, etc. Ils ne pouvaient savoir ce qui se passait hors de leur secteur respectif. Je dois aussi vous faire savoir que malgré l'abolition de l'esclavage, certains Camerounais étaient encore traités en esclaves. Dans l'ouest et au nord du Cameroun, ils n'avaient pas droit au terrain pour construire leur propre maison d'habitation. Parce qu'ils dépendaient de leur maître. Monsieur Ahidjo, nommé président de la République, n'appartenait pas à la classe favorisée de notre pays. Il était compté dans la classe défavorisée spécifique selon le classement religieux. L'émancipation des esclaves camerounais est arrivée progressivement lorsque le président Ahidjo a pris le pouvoir. Sa première action positive avait été de rapprocher les groupes de Camerounais qui se trouvaient éloignés des centres administratifs. Ce travail n'avait pas été de tout repos. Tous
les Camerounais ne pouvaient pas vite comprendre la nécessité et l'avantage de ce regroupement. Le président Ahidjo avait ensuite entrepris de renouer une collaboration de travail avec l'Allemagne. Son achat du bateau Kamship, oui, accosté au port d'Allemagne, pendant que notre avion Camel, de son côté, atterrissait à Bonn. Les étudiants camerounais en Allemagne étaient recensés selon leur discipline. Plusieurs entreprises allemandes préparaient leur implantation au Cameroun. J'allais souvent en Allemagne suivre l'évolution de ce projet auprès de M. Mbime Parfait, qui était notre coordinateur de ce projet. Il restait au chancelier allemand qu'il obtient du président Biya son accord que les Allemands puissent entrer au Cameroun sans payer le visa. Les Camerounais bénéficiaient déjà de ce même avantage depuis la dernière guerre mondiale. Le président Biya avait promis répondre à cette demande lorsque le chancelier allait venir au Cameroun sur son invitation. Le président Biya, pour entrer au Cameroun, avait fait escale à Paris. Le président Biya a fait escale à Paris, avant de rentrer au Cameroun, après une visite en Allemagne. Oui. J'ignorais comment le président français avait été informé sur les sujets de son entretien avec le chancelier allemand. Le président français convoqua aussitôt une assise entre les membres européens pour confondre le chancelier allemand accusé de vouloir récupérer le Cameroun par un moyen de fraude. Wow. Ça c'était en 84 peut-être 83. 83. Ce dernier reçut la sommation de choisir entre perdre le soutien de la France pour réunir les deux Allemagnes ou récupérer ces territoires. Le Cameroun. Vous voyez donc que le chancelier s'est retrouvé vraiment dans les difficultés. Pendant que le chancelier allemand attendait l'invitation du président Biya, le fils de Mitterrand fut le premier à être invité au Cameroun. Jean-Christophe Mitterrand. Oui. Il ne restait plus au chancelier de venir nous parler de l'FMI. Oh là là. Vous devez aussi savoir que beaucoup de Camerounais ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de notre pays. Les premiers qui avaient tenté cette démarche avaient été tous tués par l'autorité allemande. Cette drame n'avait pas découragé nos parents, demandeurs de notre indépendance, malgré les risques qu'ils encouraient. Pour avoir un avis favorable à leur demande, il était nécessaire qu'elle soit appuyée par la majorité de la population camerounaise. Or, les Français étaient préparés d'avance pour connaître nos besoins futurs. Ils avaient fait en sorte que la langue française soit enseignée dans toutes nos écoles. Le référendum étant difficile à organiser, on a trouvé plus facile de lancer le vote des députés. Ne soyez donc pas surpris quand vous allez voir les noms des Blancs parmi nos députés, tels que M. Ojula, le plus influent de tous ces députés. M. Ojula. Ojula. Je ne peux vous donner le nombre exact des députés qu'on a retenus pour cette opération et qui devaient voter. Mais le résultat fut très décevant. Comment? Parce que la majorité de nos députés camerounais avaient été corrompus. Voilà. Il n'y avait eu que 8 voix pour demander l'indépendance contre 60 qui avaient opté pour l'autonomie interne. Tous ceux qui étaient déjà en âge de savoir que la demande de notre indépendance était un enjeu important se sont tous rassemblés pour adresser notre prière à Dieu afin qu'il soutienne ce groupe de 8 minoritaires. Voici notre prière chantée en cette période. Ô Seigneur, ô Dieu, nous te prions de sauver, gardez le groupe de 8 qui pour nous, qui pour nos enfants lutte pour la liberté.
Gado so poba, mais la François, un tonga et kwabi, disa kéance, asale, bele Gaston, et le doyen bedo takwa. Asale, bele Gaston, et le doyen bedo takwa. Voilà la chanson qui était notre prière pour soutenir le groupe de 8. Les 8 minorités qui avaient demandé l'indépendance. D'accord. Malgré notre échec pour ce référendum truqué, l'ONU nous a accordé notre indépendance avec d'autres pays africains. Donc notre prière a apporté. Je vous avais expliqué comment le Premier ministre André-Marie Mbita avait refusé de signer le protocole d'accord présenté par les Français. Il fut placé aux arrêts à son arrivée au Cameroun. Après son arrestation, les Français l'ont remplacé par M. Amadou Ahidjo, son vice. Je vous confirme que tout premier dirigeant d'un pays désigné, une fois que le Dieu a validé son choix, il n'y a plus rien à faire. Si Dieu n'apprécie pas ce choix, c'est pendant la période de difficulté de ce chef d'État que Dieu va dévoiler au peuple la vérité cachée par la majorité qui composait ce choix. Parce qu'il y a une majorité. Donc ils ont un secret que personne ne peut savoir. La véritable intention que Dieu était le seul à connaître. Si j'avais mis, donc voilà pourquoi j'avais mis le président Biya en garde. Ah bon? Dans la lettre que je vous ai parlé la dernière fois. Je veux vous la montrer, cette lettre. Je m'étais permise d'écrire au président Biya. Cette lettre, malgré ce que, pour que vous la voyez, et Dieu a aidé puisque j'ai donné la lettre à Kamon Foumou. Edouard à Kamon Foumou. Finance. J'ai donné la lettre et lui, quand il a lu avec le président, il pouvait lire. Je n'ai pas fermé l'enveloppe. Il faut aller donner à Jean Zoé. J'ai donné aussi la lettre à Jean Zoé. L'archevêque Jean Zoé qui est décédé. Et la lettre est quand même arrivée à Biya. Donc, je dis que j'ai là. Parce que pour envoyer un courrier à Biya, pour demander l'audience à Biya, ce n'est pas donné. C'est pas facile. Mais si ma lettre est arrivée à Biya, ça veut dire que Dieu a véhiculé ma volonté, mon assistance à Biya. Ahidjo a choisi le jeune Biya à sa sortie d'école. Il avait fait progresser dans l'enrichissement qui l'a conduit à la plus haute promotion de notre pays pour être président. Donc, dès que Biya est sorti de l'école et que Ahidjo l'a pris, il a suivi. Il a fait grimper. Oui, c'était vraiment son collaborateur de confiance. Un peu comme un fils, quoi. Comme ça, puisque je vous dis que la dernière fois, je veux parler comment le Français qui m'avait parlé de ça, qu'il travaillait au Cameroun, il avait travaillé avec Biya, il avait vu, c'était un très bon collaborateur que Ahidjo avait, il avait même félicité. Donc, Ahidjo n'avait pas à se plaindre pour ce choix qu'il avait pris en Biya. C'était un bon collaborateur pour Ahidjo. Il était content de ce choix et c'est pour ça qu'il lui a fait grimper les échelons. Il a éduqué comme un fils. Alors, il avait fait progresser dans la hiérarchie qui l'a conduit à la plus haute promotion de notre pays. Quel crime reproché au président Ahidjo qui lui a valu une si grande humiliation, quitter son pays pour lequel il avait sacrifié sa vie, son énergie. La constitution du Cameroun fut sa raison de vivre. La raison de vivre d'Amadou Ahidjo. Mais moi, j'étais dans ce milieu-là. Madame Ahidjo m'a reçu quand j'avais béni de bon. Madame Ahidjo m'a reçu. J'ai vu ce milieu-là, j'ai connu, j'ai évolué dans ce milieu-là. Quand Madame Ahidjo venait arranger sa maison, leur maison à Douala, j'étais avec ma cousine qui est Madame Sabal. C'est en ce moment, je me rappelle, en ce moment-là, c'est en ce moment que Madame Bongo est venue, on a dit que nous enseignants qui était à l'aéroport. On a vu Madame venir, d'être la femme d'un chef d'État, et Madame Ahidjo était là. Donc, j'ai évolué à côté de ce milieu-là. Nous étions ce qu'on appelle les fermes à côté de Madame. Quand on était à la réception, nous étions tous autour de Madame Ahidjo. Donc, je connais à peu près le milieu que Ahidjo, tout ça, son travail, c'était le Cameroun. Alors,
Pourtant, tout travail mérite pourtant un salaire. Le choix du président Ahidjo avait été validé par Dieu en choisissant Biya pour le remplacer. À mon avis, Dieu a validé ce choix. Personne ne saurait me dire la raison qui avait poussé ce dernier à démissionner. Peut-être parce qu'il avait terminé la part de la tâche qui lui avait été confiée par Dieu. Peut-être. Ou pour une autre raison connue de Dieu lui seul. La nomination de Biya avait été faite de façon régulière. Les ennemis jaloux de Biya et ceux de Ahidjo qui n'avaient pas réussi à le remplacer sont tous passés à travers Biya, le maillon faible de ces deux collaborateurs qui ont fait un travail parfait jusque-là, avec une bonne entente. Mais malheureusement, il s'était trouvé que Biya était le maillon faible. Ce dernier n'a pas opposé la moindre résistance pour accepter de trahir une relation de bonne collaboration de travail de plusieurs années. Bravo. Chers téléspectateurs, vous écoutez comment? Continuez, madame. Pourquoi n'a-t-il pas pu reçu son salaire? Il a travaillé. Monsieur Ahidjo. Il n'a pas eu son salaire dans ces conditions, après tant d'années. Ceux qui s'en remplissent les poches actuellement ont-ils plus de mérite que lui par le travail? C'est ce que se pose, la question que je me pose depuis des années. Notre pays a régressé étape par étape. Il est arrivé à la basse étape du temps que les hommes vivaient encore comme des animaux sauvages. Ils sont redevenus des cannibales. Des cannibales. Dans mon autre pays. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit ce qui se raconte, je ne peux que m'adresser à Dieu pour demander pourquoi. Et la réponse est dans la Bible que je lis chaque jour. La réponse est donnée dedans. Je préviens la jeunesse que j'aime, pour qui j'ai fait tout ce travail pour leur succéder. Je vous préviens le fait que le mal évolue comme une gangrène. Faites très attention. Les malades atteints réagissent comme des vampires. Faites très attention, mes enfants, de tomber dans le même piège que votre chef d'État est tombé. Tous les hommes qui sortent de la sécurité divine dont ils ont été placés s'exposent au grave danger, un exemple que de celui dont notre pays est victime actuellement, et même les autres pays. Vous êtes maintenant capable de voir comment le mal arrive à détruire tout au passage. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, puisque vous-même vous êtes témoin. Mais vous ne savez pas les réponses, je peux vous donner seulement comment ça a commencé, mais c'est à vous maintenant de voir si vous allez continuer dans... dedans ou ne suivez pas notre... Nous étions peut-être... le monde est tombé dans l'ignorance. La nuit de l'ignorance. On ne sort pas les connaissances. Et il y a une multitude de connaissances. Chacun prend les connaissances, doit prendre les connaissances qui sont en rapport avec ses dons. Bon, maintenant, toutes nos connaissances, tout ce que nous avons, c'est pour l'humanité, c'est pour nous tous. Ce travail que j'ai fait, mon fils, toi, tu prends le relais, tu es le journaliste pour publier. Tu es mieux que les responsables de l'église. Ils ont un quatre murs, ils disent tout ce qu'ils peuvent dire, et ça s'arrête là. Mais toi, tu as atteint le monde entier. Écoute, très attention, parce que ce travail, quand Dieu te donne un travail et que tu l'acceptes, ton oui doit être le oui et le non doit être le non. Dieu n'aime pas les menteurs et les tricheurs. Et c'est pour ça que mes enfants, ne tombez pas dans les pièges qui nous ont amené le pays à cette... C'est pas l'esprit du mal qu'un homme fait entrer un péché quelconque par convoitise. C'est à cette occasion qu'il reçoit tous les péchés qui viennent envahir son intimité. Parce qu'un péché ne peut répondre
seul à une invitation sans se faire accompagner de tous les autres. Je vous explique. Nous ne sommes pas des saints. Nous sommes tous des pécheurs, comme Dieu le dit. Mais vous prenez la précaution de mettre vos enfants à l'abri. Vous ne pouvez pas mettre quelque chose de dangereux là où vous prenez votre enfant. Non. Mais Dieu ne pouvait pas le faire. Il nous a mis dans une sécurité. Il ne pouvait pas mettre quelque chose qui pouvait nous faire du mal, nous mettre en danger. Mais alors, quand vous avez envie, vous avez des besoins, vous partagez votre intimité avec l'esprit du mal. Satan que vous voyez dans tous les coins, maintenant, Satan ne sait pas. C'est pour ça qu'il vous accuse, il est accusateur. Satan Dieu ne pouvait pas mettre à ce monde et mettre Satan à côté. Ce n'est que l'esprit du mal que nous avons hérité, qui est notre héritage d'Adam et Ève. Comprenez? Quand Ève a eu le contact avec Satan, il a laissé l'esprit de mal. C'est ça que nous avons tous hérité. Et les musulmans ont hérité de quoi? Eux, ils ne connaissent pas Adam et Ève. Et ils ont hérité de ça. Aussi. Donc, non, je dis que nous avons le mal. Le mal, chacun de nous, Dieu dit que nous sommes tous des pécheurs. Mais moi qui te parle, là, nous sommes des pécheurs. Alors donc maintenant, quelqu'un dit oui, Dieu m'a dit ça. Alors que c'est le mal qui parle. Donc quand je dis, il faut d'abord savoir, Dieu ne peut pas se contredire. Si le mal te dit de voler, tu dis non, Dieu ne peut pas me demander de voler. Tu comprends? Donc voilà. Donc ce qui fait que l'esprit de mal qui est en nous, comme tu veux quelque chose, tu as un besoin, tu trouves là, tu ne trouves pas ça, ça veut dire que Dieu n'a pas mis ça dans ta sécurité. Alors, après va-t-on sortir tous ces péchés qui sont rentrés. Donc, voilà comment l'homme se retrouve avec, on dit oui, il y a des péchés. Personne au monde ne peut enlever les péchés qui sont déjà en toi. Personne. Tu as ouvert la porte, tu ne peux plus fermer. Oui, c'est déjà entré. Une fille qui était vierge, dès qu'elle est dévierge, elle ne peut pas encore devenir vierge. Voilà. Bon, ça peut aller chez le médecin, ça fait encore non, ça ne peut pas. Donc maintenant, alors, voilà comment l'homme devient avec plein de péchés dans le corps. Qu'est-ce que les démons ils viennent faire chez toi? Ça, c'est l'outil de travail. C'est ta maison, mais c'est ton outil de travail. Le corps, hein? Le corps. L'âme, c'est... Si tu ne peux même assez, tu ne peux pas voir. On ne peut pas toucher l'âme. Tu ne peux pas. C'est comme... Alors donc, maintenant, Dieu, l'âme, c'est de cet outil de travail pour faire les missions, tout ce que tu veux. Si tu n'avais pas ce corps, je ne te connaissais pas. C'est sûr. Voilà. C'est par quoi que je connais que c'est Jackie, par contre tu connais ses mamans, ainsi de grâce à ce corps. Bon, tu vas toucher le vent, tu vas grâce à ce corps. Donc voilà. Donc, les démons sont aussi comme l'âme. Pour faire du mal, ils ont besoin de ce corps. Maintenant, quand ils ont fait ce mal-là, maintenant, on va dire que c'est Jackie qui a fait. Personne n'a pas douter. Bon, j'en profite alors, j'en profite. Je n'ai jamais fait du mal, hein. Non. C'est le démon qui a profité mon corps. Alors tu ne peux même pas dire que tu l'as fait rentrer. Ton père, au départ, le mal que tu as, tu t'es laissé convaincre pour le faire rentrer, mais tu es quand même coupable. Parce qu'on t'a mis en garde de ne pas ouvrir cette porte. Voilà. Et les autres, ils sont des menteurs qui disent qu'on va t'enlever les démons, on va t'enlever, ils ne peuvent pas non plus. Ah, au nom de Jésus, on va t'enlever le démon. On va t'enlever, sort de son mensonge. Ce sont les complices avec ces démons-là. Voilà, donc, hein, aucun homme n'est contraint d'aimer Dieu, ni de croire en son existence, encore moins vouloir de sa vie éternelle. Personne. Parce que si Dieu avait voulu nous donner la vie éternelle, il aurait donné le jour qu'il nous a créé. Mais Dieu est juste. Il ne nous a pas demandé notre permission pour nous créer. Bien entendu, maman, voilà. Ceux qui nous regardent ne sont pas obligés de croire ce que maman dit. Chacun a ses croyances. Le moment que nous vivons actuellement maintenant avec nos frères occidentaux et tout, nous avons nos espaces. S'ils veulent venir à nos espaces, il faut que ce soit une entente dans l'amitié, la collaboration. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas le cas. Nous allons maintenant aborder le livre. Ce que je vais faire, étant donné que j'ai eu le temps de lire tout le livre maintenant, je vais lire des passages de votre livre et vous allez réagir là-dessus. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, vous y êtes toujours. J'espère que ces enseignements de Madame Marie-Thérèse Manga
que nous appelons notre maman. C'est comme ça dans la culture, dans les coutumes et la culture africaine. Toute personne qui a l'âge de votre maman, vous devez l'appeler maman. C'est pas la même chose dans la culture occidentale. Nous respectons toutes les cultures. Hein. Donc je vais vous appeler maman parce que c'est comme ça dans mon côté africain de la chose. Quand je rejoindrai le côté occidental, je vous appellerai autrement. Donc, dans votre livre, vous écrivez à la page 15 ceci, j'ai coché. J'avais d'abord exposé ces faits aux dirigeants français avant de les livrer également aux dirigeants africains. Je crois que leurs publics sont en droit de connaître les raisons de cette montée de violence qui sévit dans les pays. Le terrorisme ne justifie pas les combats internes dans les pays. Je transmets les résultats de mes recherches au fur et à mesure que je progresse et que je découvre les vrais motifs de la colère qui a poussé les victimes à cette violence. Les dirigeants devaient trouver très vite des solutions avant l'aggravation de la situation parce qu'ils avaient été prévenus depuis longtemps. De quoi parlez-vous là? Je parle de ce que quand j'ai donc pris ma retraite forcée, parce que quand j'étais tombée malade, ce n'était pas pour arrêter le travail. Bon, on verra ça plus tard par la suite. Tard, oui. Bon. Alors donc, maintenant j'ai donc essayé de travailler et il m'arrive toujours l'argent. Quand je m'avais aux allocations familiales comme ça là, je trouve des gens qui sont embêtés, ils n'ont personne pour les aider. Et pourtant, moi je crois que ces gens-là sont pour l'enseignement, pour donner. C'est pas tout le monde qui sait même écrire. Oui. Bon, après alors maintenant, je prends alors, je oublie ce que je suis venu faire pour essayer d'aider ces gens-là. Bon, à force d'aider ces gens-là, qui me connaissaient, les gens ont commencé donc à venir et je trouve dans les documents, effectivement, je n'apprécie pas forcément que un homme puisse avoir 11 enfants pour demander la location familiale. Donc, je comprends un peu la méthode des Français, mais seulement, ce que j'ai vu, c'est que il a 11 enfants. Il a peut-être un, mais pendant 2 ans, on lui demande les mêmes papiers. On demande tel document. Quand lui ne sait pas, mais maintenant on nous dit allez voir Madame Manga. Moi, je lui fais le document en question, je donne. Je m'accompagne même, je donne. Mais quand il revient, la réponse, pour ne pas lui payer son allocation, on lui demande le même document. Le même document. Ça veut dire que l'administration française faisait poireauter les... C'est pas disant l'éducation familiale. L'administration, c'est pas... Ça dit qu'il faut donner chose... quand un service travaille mal, c'est ce service-là qu'il faut réputer. Le service d'allocation familiale qui dépend des départements en France faisait poireauter... Plusieurs fois. Et le demande le même document. C'est pas bon, c'est pas normal. Et puis alors maintenant, il arrive un moment... On va lui faire son rappel. Il a peut-être 6 mois de rappel. On lui donne, mais alors qu'il a attendu peut-être 1 an, 2 ans. Vous comprenez? Pendant ce temps, où est l'argent? Où est l'argent? Non. Même si le problème, c'est de savoir l'argent est parti où. Parce que si on lui donne le rappel, c'est tout le... On lui donne une partie du rappel et pas la totalité. Reste, voilà. J'ai dit que c'est pas possible. J'ai commencé à voir des cas. J'ai commencé à voir une personne qui sont expulsés. Je vois les cas d'expulsion qui sont vraiment impossibles. Le gars me dit, maman, j'ai payé le loyer. Il paye le loyer, mais on dit qu'il n'a pas payé. J'ai commencé donc à voir des cas. Je dis, bon. Oui. Et c'est là que l'idée me dit, mais au fait, comme j'étais toujours parti, on a voulu expulser mes enfants pour quoi ils n'ont pas payé le loyer. Et il s'agit de 233 francs. 233 francs, à l'époque, 35 euros. À l'époque, moi, quand on m'avait fait venir pour ma maladie, on ne m'a pas soigné ici, on m'a envoyé en Afrique. Et quand le militaire m'a fait revenir, que j'étais 4 français pour me soigner, je ne voulais pas aller à l'hôpital, c'est à la maison que devait me faire le soin. Et maintenant, la sécurité sociale de la mairie a pris ma maison en charge, mon loyer en charge. Oui. Je pouvais donc ne pas payer le loyer. Oui. Mes enfants, eux, ils continuaient, ils ne savaient pas que le loyer était déjà pris en charge. Ils ont continué à payer. Comment avec le loyer que la mairie payait, le loyer que mes enfants payaient, avec des preuves à l'appui, comment je pouvais avoir
des impayés de loyer. Et combien que l'impayé tu viens de grande naissance pour 233? C'est là que je dis, tiens. Mais je m'occupe des autres. Il y a quelque chose qui est ces gens-là ne mentent pas, c'est tellement qu'ils ont, mais je crois que comme ils ne connaissent pas, voilà. Ils savent pas lire. J'ai donc commencé à bien voir de très près, j'ai accumulé des dossiers, d'où mon histoire de créer mon association. Ah, l'association, effectivement, j'ai vu que vous êtes présidente de l'association CIAS. Club international africain de services. J'ai donc créé. Alors quand j'ai vu tous ces cas, j'ai donc, après, je ne prenais pas seulement les Africains. Les Français, quand tu vas à la poste, il y a des gens qui ne savent pas écrire. Bon, je me mets qui n'ont pas été à l'école, je les aide. Et je me suis trouvé avec tous ces gens-là de la classe défavorisée. Il y a des Français, il y a des Africains, il y a de tous les dames. Des Roms. Alors, alors j'ai dit au fait, je veux bien qu'on ne puisse pas payer l'argent pour les étrangers. Je veux bien. Mais les petits Français, l'Africain qui est déçu peut l'entrer. Mais le petit Français va aller où? S'il n'a pas l'argent, il est lésé. Donc, on a bien dit qu'il y a eu la révolution contre la discrimination. Mais cette révolution n'a rien donné dans ces conditions-là, puisqu'on voit encore des cas comme ça là. Bon. J'ai un autre cas que j'ai dû trouver ici. Les Arabes là, qui ont combattu au côté de la France contre leurs frères. Ouais, ceux qu'on appelle les Harkis aujourd'hui. Voilà. Maintenant, ils sont même pas encore 4 générations qu'on commence, ils ne peuvent plus aller là-bas puisqu'ils sont considérés comme étant des traîtres. Voilà, des traîtres. Et en France, maintenant, on leur fait des misères. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Je ne comprends pas. Quand quelqu'un était né honnête, à la façon dont mes parents m'ont élevé, je ne comprends pas. Alors j'étais obligé d'écrire à Chirac. D'accord. Voilà la lettre que j'ai écrite à Chirac. Attention, si on continue comme ça, là, ces petits-enfants vont être radicalisés et vont devenir des terroristes. Ah, voilà et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Voilà, c'est qu'en 2001, la lettre que j'ai écrite à Chirac pour expliquer ça. Je suis allé à la mairie, j'ai expliqué à la mairie, j'ai écrit à tout le monde. Vous avez alerté. Vous avez alerté. Chers téléspectateurs, que vous compreniez bien, nous sommes le lundi 12 mars 2018. Il y a donc 17 ans, Madame Marie-Thérèse Manga a alerté les autorités françaises en disant attention aux injustices que vous faites vivre aux enfants issus de l'immigration. Ça pourra les radicaliser et ils pourraient devenir des terroristes. Voilà. Donc, maintenant, comme j'avais un certain nombre de dossiers, j'ai dit, bon, écoutez, laissez, vous savez, même moi-même, je suis donc victime, mais regardez, mes enfants, eux, ils ne réagissent pas. Laissez, quand vous êtes honnête, quelqu'un, sciemment vous fait le mal, attendez. J'avais donc un certain nombre de dossiers, je disais, le moment venu, je veux donc, vous allez voir, j'ai fait l'interview, j'ai une interview. Tout à fait. J'ai donc écrit à ma chaîne criminelle européenne. Pour dire qu'il y a des choses qu'il faut aider la France à comprendre ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris ce que je leur dis. J'ai la lettre, j'ai l'accusé de réception du tribunal européen des droits de l'homme. Bon. Maintenant, on dit aux gars, écoutez, on a compris votre problème, allez chercher vos documents de Madame Manga. Nous allons résoudre vos problèmes. Dit maman, comme ça met du temps, mais je ne sais pas. Et puis on dit même que vous aussi vous faites partie de la grande haute classe et nous on est peut-être que vous retenez seulement ces dossiers pour cela. Alors par conséquent, nous on veut retirer nos dossiers. Que je pouvais faire d'autre? J'ai donné les dossiers. On les a montés contre vous en fait. J'ai donné les dossiers. Les dossiers ont été détruits avec toutes les preuves. Nous sommes en France. En France, toutes les preuves. Et les gars, maintenant qu'ils ont été abusés, ils n'ont plus de preuves. Comme ça, là, ils ont commencé donc à brûler les véhicules. C'est comme ça qu'ils sont radicalisés, les jeunes gens de votre secteur. En banlieue, c'était pas seulement les gens de mon secteur. Je prenais les gens de banlieue et tout ça. Peut-être 200 véhicules brûlés, et ainsi de suite. Ils sont fâchés. Que je peux encore faire? D'accord. Donc, ils ont été abusés. Et on les a trompés. Vous savez comment on fait pour expulser quelqu'un de la maison? Vous sortez maintenant, je m'en vais à côté, vous trouvez un scellé à votre porte. Comme même si vous n'avez pas fait le droit, vous savez que si il y a le scellé, vous n'avez pas le droit d'enlever le scellé. Vous allez donc essayer de chercher où
comment vous pouvez faire pour enlever votre scellé de la porte. Et pendant ce temps-là, on va au tribunal, on dit que vous avez abandonné la maison avec des impayés et vous avez fermé la porte. Donc, ils obtiennent l'ouverture forcée de votre porte. Pendant que vous êtes en train de chercher un avocat pour aider. Maintenant, on vient ouvrir votre porte avec cette autorisation. Tout ce que vous avez à la maison est saisi, même vendu, tout ça. Si vous avez donc des preuves que vous avez payé votre maison, les chèques et tout ça, c'est parti. Vous avez trouvé quelqu'un d'autre habite déjà à la maison. Quelqu'un d'autre habite à la maison. Vous n'avez aucune preuve. Chers téléspectateurs, vous qui vivez en Occident, désormais on peut payer son loyer en ligne. Chaque mois, lorsque vous payez vos loyers, photocopier ou bien télécharger le reçu de paiement et envoyez-vous-le par email. Comme ça, même si on vous vire de chez vous, vous avez votre boîte email avec la preuve, vous avez payé votre loyer, car ce que Mme Manga explique veut tout simplement dire que parmi ceux qui gèrent ces habitations, il y a des malhonnêtes, et lorsqu'il veut faire du mal aux immigrés, il procède ainsi, même si vous avez payé votre loyer, il passe par les stratagèmes, le temps qu'on se rende compte qu'ils ont menti, vous avez tout perdu. Donc c'est pour vous dire que dans chaque société, tout comme chez nous au Cameroun, un peu partout, il y a deux groupes de gens, les mauvais et les... Bon. Donc ça veut dire que quand il y a les logements des HLM et tout ça, tous les responsables et qui gèrent des HLM, tous ils ne sont pas honnêtes. Vous comprenez? Ils ont des préférences, ils ont des gens... Oh, quand moi je suis venu m'installer, je ne suis pas venu pour en France, ce sont les Français qui m'ont demandé de venir pour des raisons X. Alors eux, et j'étais pas obligé de leur dire pourquoi que j'ai dit. Pourquoi je suis venu. Pour ma protection, voilà. Pour ma protection. Pourquoi ils voulaient vous protéger? Pourquoi il fallait vous protéger? Parce que mon mari, je vous ai dit, lorsque on a eu l'indépendance, il y a eu encore le terrorisme. Parce que les Camerounais ne voulaient pas des Français. Donc, alors le terrorisme a commencé encore de plus belle. Alors, et on venait tuer les Français. Parce que nous étions au camp. Parce que quand on avait le courant électrique de la clôture, nos domestiques étaient peut-être des gens qui étaient encore avec eux. On savait qu'on a laissé le courant. Les terroristes venaient passer dans le camp Mbopi, là-bas, pour rentrer dans et tuer les Français. Ils s'en prenaient, donc les nationalistes camerounais s'en prenaient aux Français. Il y avait donc la guerre entre les Français et les terroristes, ça a été le plus belle. Alors, maintenant, comme on est indépendant, la France n'avait plus d'autorité, même les juges français n'étaient plus, donc c'est ça, les Français et les Africains avaient déjà pris les postes de... Donc, votre époux... Really,